Bonjour à toutes et à tous, amis de l'histoire et curieux du dimanche. C'est votre historien préféré qui vous retrouve pour un nouveau voyage passionnant. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un monstre de l'histoire, un véritable tourbillon de batailles, de rois, de trahison et d'héroïsme, j'ai nommé la guerre de 100 ans. Accrochez-vous, parce que cette histoire, ce n'est pas juste 100 ans de guerre, c'est bien plus que ça. C'est presque un siècle et demi de conflits intermittents, de 1337 à 1453. Imaginez un peu, 3 ou 4 générations de personnes qui naissent, vivent et meurent avec la guerre en toile de fond. Pas une petite escarmouche par-ci par-là, non, une lutte acharnée pour le pouvoir, pour la terre, pour l'identité même de deux nations en construction. C'est une période tellement riche, tellement folle, que si on devait tout raconter, on y passerait le restant de nos dimanches. Alors, on va y aller doucement, en se concentrant sur les moments clés, les personnages qui ont marqué leur époque. Prêt pour le grand plongeon? Alors, comment une telle folie a-t-elle bien pu commencer? Imaginez une vieille famille, avec des branches un peu partout en Europe. C'est un peu ça, la royauté médiévale. En 1328, le roi de France, Charles IV, le dernier des Capétiens directs, meurt sans héritier mâle. Grosse panique à la cour. Qui va prendre le trône? Les règles de succession françaises, notamment la fameuse loi salique, empêche une femme de régner et de transmettre le trône. Or, le roi d'Angleterre, Édouard III, se sentait sacrément légitime. Pourquoi? Parce que sa mère, Isabelle, était la sœur du défunt Charles IV. Il se disait, bon sang, je suis son neveu, je suis le plus proche parent mâle. Mais les barons français, eux, ne voulaient pas d'un roi anglais sur leur trône. Ils ont préféré choisir un cousin éloigné, Philippe de Valois, qui est devenu Philippe VI. C'est le début de la dynastie des Valois. Et là, Édouard III a vu rouge. Il a d'abord fait semblant d'accepter, a même prêté hommage pour ses terres en France, mais la rancœur, elle, était tenace. Mais ce n'est pas que ça. Il y avait aussi l'Aquitaine, ou la Guyenne, comme on l'appelait souvent. Une vaste région du sud-ouest de la France qui était depuis des siècles une possession anglaise. Le roi d'Angleterre en était le duc, et à ce titre, il était le vassal du roi de France. Imaginez la situation. Un roi souverain, mais qui doit s'agenouiller devant un autre roi. Ça crée forcément des tensions, des frictions, des envies de s'affranchir. Sans oublier les Flandres, une région très riche, avec son industrie lainière, qui était économiquement liée à l'Angleterre mais politiquement sous l'influence française. Une poudrière, vous dis-je. En 1337, les choses s'enveniment. Édouard III revendique ouvertement la couronne de France, se déclare roi de France et d'Angleterre. Le gant est jeté, la partie peut commencer. Et elle va être longue. Les premières années de la guerre sont plutôt à l'avantage des Anglais. Ils ont une tactique militaire un peu différente, notamment grâce à leurs archers, équipés de longs arcs qui tirent des flèches avec une force et une précision redoutables. Face à la chevalerie française, qui fonce tête baissée, les Anglais vont faire des ravages. On pense tout de suite à la bataille de Crécy, en 1346. Un nom qui résonne encore comme un coup de tonnerre. Les chevaliers français, trop sûrs d'eux, trop impatients, chargent en désordre sous une pluie de flèches anglaises. Le carnage est effroyable. La fleur de la chevalerie française est fauchée. C'est une humiliation terrible pour la France, et un choc pour toute l'Europe. Les Anglais démontrent que l'on peut vaincre une armée de chevaliers avec des fantassins bien entraînés. 10 ans plus tard, en 1356, rebelote à Poitiers. Le roi Jean II le Bon, le fils de Philippe VI, se retrouve face à face avec le prince noir, le fils d'Édouard III. Malgré la bravoure des chevaliers français, la défaite est à nouveau cuisante. Et là, le drame s'épaissit, le roi de France est capturé par les Anglais. Imaginez la scène. Le roi, le chef, le symbole du pays, emmené en Angleterre comme un prisonnier de guerre. C'est une catastrophe nationale. La rançon exigée est astronomique, et la France est à genoux. Mais au milieu de ce chaos, un fléau encore plus terrible s'abat sur l'Europe entière, sans distinction de nationalité ou de statut social, la peste noire. À partir de 1347, cette terrible épidémie va décimer une part considérable de la population, peut-être un tiers, voire la moitié. Villes et campagnes sont désertées, l'économie s'effondre. La guerre est mise en pause, non pas par bonne volonté, mais par la force des choses. Ce n'est pas une trêve diplomatique, c'est une trêve de mort. Après la capture de Jean II le Bon, c'est son fils, le dauphin Charles, qui doit prendre les rênes du royaume. Il n'a que 19 ans. Les caisses sont vides, le pays est en ruine, les paysans se révoltent, on parle de la jacquerie, et les bandes de mercenaires pillent les campagnes. La situation est désespérée, mais ce jeune homme, qu'on appellera plus tard Charles V le Sage, va se révéler un stratège brillant. Il ne cherche pas les grandes batailles rangées, les affrontements directs qui ont coûté si cher à ses prédécesseurs. Non, lui, il va privilégier l'usure, la guérilla, les sièges.
Il confie ses armées à un tacticien exceptionnel, un homme du peuple, mais un génie militaire, Bertrand du Guesclin. Du Guesclin, le « dog noir de Brocéliande », le connétable de France, va harceler les Anglais, reprendre forteresse après forteresse, en évitant les grandes confrontations où les archers anglais excellent. Petit à petit, la France reprend du terrain. Les Anglais, affaiblis par les pertes, par la peste, et par les difficultés de gérer un si vaste territoire conquis, reculent. À la mort de Charles V en 1380, la situation s'est considérablement améliorée pour la France. On a repris la quasi-totalité des possessions anglaises en France, à part quelques ports comme Calais et Bordeaux. La guerre semble sur le point de s'achever, enfin. Mais l'histoire est facétieuse, et l'horreur ne s'arrête jamais là. Le fils de Charles V, Charles VI, va sombrer dans la folie. Ces crises de démence plongent le royaume dans l'incertitude et la division. Deux grandes factions se déchirent pour le pouvoir, les Armagnacs et les Bourguignons. La guerre civile menace, et le roi d'Angleterre, le nouveau, Henri V, ne va pas rater une si belle occasion. En 1415, il débarque en France, bien décidé à raviver les revendications anglaises. Et là, nouveau désastre pour la France, c'est la bataille d'Azincourt. Encore une fois, la chevalerie française, nombreuse mais désorganisée, s'écrase sur les lignes anglaises. La boue, les archers, la folie. Le massacre est immense, des milliers de nobles français sont tués ou capturés. C'est pire que Crécy et Poitiers réunis. La France est à genoux, son armée est décimée, ses élites sont anéanties. Le coup de grâce arrive en 1420 avec le traité de Troyes. Ce traité, c'est le cauchemar absolu pour la France. Il prévoit que le roi d'Angleterre, Henri V, épousera la fille de Charles VI, Catherine. Et surtout, il sera désigné comme héritier et régent du royaume de France, au détriment du dauphin Charles, le fils légitime de Charles VI. Le roi de France déshérite son propre fils au profit de l'ennemi juré. C'est invraisemblable, une trahison monumentale. À la mort de Charles VI et de Henri V, coup sur coup en 1422, le jeune fils de Henri V, Henri VI, est proclamé roi d'Angleterre astérisque et astérisque de France. La quasi-totalité du nord de la France est sous domination anglaise ou bourguignonne. Le dauphin Charles, le futur Charles VII, est un roi sans royaume, moqué, surnommé « le petit roi de Bourges », car c'est la seule grande ville qui lui reste. La France semble perdue, condamnée à devenir une province anglaise. C'est là, au moment le plus sombre, quand tout semble perdu, que l'histoire nous offre un de ces retournements incroyables, un de ces miracles qui défient la raison. C'est l'arrivée d'une jeune paysanne de Lorraine, une bergère, qui va changer le cours des choses, Jeanne d'Arc. Vous connaissez l'histoire, elle a entendu des voix de saints, qui lui ordonnaient de délivrer la France et de faire sacrer le roi Charles à Reims. C'est fou, n'est-ce pas? Une jeune fille, sans aucune éducation militaire, qui arrive à convaincre le dauphin, à la tête d'une armée, à se lancer dans la bataille. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. En 1429, Jeanne d'Arc mène les armées françaises à la victoire lors du siège d'Orléans, une ville stratégique, vitale, qui était sur le point de tomber aux mains des Anglais. Cette victoire, elle n'est pas seulement militaire, elle est symbolique. Elle redonne espoir à un peuple désespéré, elle redonne confiance à un roi qui doutait de tout. Jeanne d'Arc, par sa foi, sa détermination, son aura, incarne le renouveau, le souffle nouveau dont la France avait désespérément besoin. Après Orléans, elle conduit Charles VII à Reims pour son sacre, un acte qui confirme sa légitimité aux yeux de Dieu et des hommes. C'est un coup de génie politique et spirituel. La prophétie est accomplie. Malheureusement, le destin de Jeanne est tragique. Capturée par les Bourguignons, vendue aux Anglais, elle est jugée et brûlée vive à Rouen en 1431, accusée d'hérésie. Une fin horrible, mais son sacrifice ne sera pas vain. Le souffle qu'elle a insufflé va perdurer. Charles VII, qui était jusque-là un roi hésitant, va se révéler un monarque déterminé. Il apprend des erreurs de ses prédécesseurs. Il va réformer l'armée, créer des compagnies d'ordonnance, une armée professionnelle et permanente, payée par le roi, et non plus des mercenaires ou des vassaux à la fidélité variable. Il développe l'artillerie, qui va devenir une arme décisive. Les Anglais, eux, sont affaiblis par des querelles internes, la guerre des deux roses commence chez eux, et par le coût exorbitant de cette guerre sans fin. Le vent a définitivement tourné. Les Français reprennent progressivement les territoires perdus. Bordeaux tombe en 1453. Et la dernière bataille majeure, celle de Castillon, la même année, est une victoire française écrasante, notamment grâce à l'artillerie. C'est la fin du rêve anglais d'un empire continental. En 1453, la guerre de 100 ans prend fin. Non pas par un grand traité de paix, mais par un épuisement mutuel, et la simple réalité que les Anglais n'ont plus la force de se maintenir en France. Seul Calais restera anglais pour encore un siècle. Alors, quel bilan tirer de cette gigantesque pagaille? La France est dévastée, ses campagnes sont ravagées, sa population est décimée.
Mais paradoxalement, cette guerre a aussi forgé quelque chose de nouveau. Elle a créé un sentiment d'unité nationale, une conscience d'être français face à l'ennemi anglais. Elle a renforcé le pouvoir royal, qui est sorti grandi de l'épreuve. C'est la fin du système féodal et le début de l'État moderne, avec une armée permanente et une administration centralisée. L'Angleterre, de son côté, s'est recentrée sur son île. Elle a développé sa marine et a commencé à regarder vers le grand large, vers la colonisation, jetant les bases de son futur empire maritime. La guerre de 100 ans, c'est une histoire de rois fous, de chevaliers épiques, de paysans révoltés, d'une jeune bergère qui a changé le monde. C'est l'histoire de la naissance de deux nations modernes à travers la souffrance et la lutte. Un tourbillon, vous dis-je, mais un tourbillon qui a façonné ce que nous sommes. Voilà, mes chers amis du dimanche, notre voyage à travers la guerre de 100 ans touche à sa fin pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette immersion au cœur de l'histoire. N'hésitez pas à partager vos réflexions, vos questions, et bien sûr, à nous retrouver dimanche prochain pour une nouvelle aventure. D'ici là, portez-vous bien et gardez votre curiosité en éveil. À très bientôt.